Et on s'intéresse à la situation actuelle du crédit immobilier sur Smart Patrimoine avec Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer. Bonjour. Bonjour. Et avec Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, il est devenu de plus en plus compliqué d'emprunter en 2022 avec des taux d'intérêt qui remontent. L'Observatoire Crédit Logement a d'ailleurs publié une étude assez alarmiste sur l'état global du crédit immobilier en France à la fin 2022. Une étude que nous évoquerons sur ce plateau. Mais d'abord, on commence par l'actualité. Le 1er février signe le début du recalcul du taux d'usure tous les mois pour une durée de 6 mois. Le taux d'usure qui, on le rappelle, est le taux maximal auquel les banques ont le droit de prêter de l'argent. Il est passé à 3,79% pour les crédits de 20 ans et plus. Pour commencer, Julie Bachet, le recalcul du taux d'usure va-t-il redonner une bouffée d'oxygène au crédit immobilier selon vous ? On le souhaite, en tout cas, puisqu'effectivement, c'est un sujet qui nous contraint depuis plusieurs mois maintenant et qui nous empêche d'accompagner autant de candidats à l'accession qu'on le souhaiterait. Là, on peut constater qu'en l'espace de 30 jours, finalement, avec une révision au 1er janvier, une révision au 1er février, c'est 0,74% d'augmentation du taux d'usure. Donc, on souhaite que ça apporte une bouffée d'oxygène ou en tout cas que ça permette de fluidifier le marché en évitant les à-coups que l'on pouvait avoir quand le calcul était fait tous les trimestres. Vous êtes d'accord, Jean-Marc Villon ? Oui, ça va créer un peu de fluidité, ça va éviter des effets de bosse trimestriels. Après, c'est pas ça qui va dynamiser réellement le marché, mais ça va permettre de lisser un peu mieux les choses. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce que le calcul du taux d'usure tous les mois va donc changer concrètement, Julie ? Ce qu'on pouvait constater, c'est que quand le taux d'usure était calculé trimestriellement, finalement, les quelques semaines qui précédaient l'apparition du taux d'usure, les banques acceptaient qu'on leur réenvoie des dossiers en prévision de l'augmentation du taux d'usure, donc l'activité redémarrait légèrement. Les quelques semaines qui suivaient l'apparition du taux d'usure, donc 2, 3, 4 semaines dans les meilleurs mois, elles acceptaient aussi des dossiers, puisque finalement, elles n'avaient pas encore revu leurs conditions forcément de taux. Et puis ensuite, le mois du milieu, il se passait quasiment rien. Et puis, il fallait attendre d'arriver 2 ou 3 semaines avant la révision encore trimestrielle pour pouvoir présenter des dossiers aux banques. Donc là, on peut se dire qu'avec un calcul mensuel, même si le taux d'usure va augmenter moins, encore qu'il a quand même augmenté de 0,22%, donc c'est quand même assez important, on devrait éviter d'avoir, ce qui est bien d'être dit, effectivement, ces à-coups, ces bosses, et puis surtout des mois où il se passait quasiment rien. Mais donc alors, est-ce que ce recalcul, c'est que du positif ou est-ce qu'il y a quand même des risques pour l'emprunteur, selon vous, Julie ? Alors, de mon point de vue, c'est que du positif, puisque de toute façon, sans ces recalculs, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas emprunter. Donc, je pense qu'il est toujours préférable d'emprunter plus cher que de ne pas emprunter du tout. Et mon problème à moi, aujourd'hui, intermédiaire du crédit, c'est pas le taux auquel on emprunte, c'est de pouvoir emprunter tout court. Et malgré la révision du taux d'usure, ça reste compliqué. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marc Villon ? Oui, complètement. Je veux dire qu'on va accompagner le marché beaucoup plus rapidement. Là, il y avait un effet d'éviction, c'est-à-dire qu'on redémarrait bien en début de trimestre et puis ensuite tout s'arrêtait. Donc là, ça va permettre d'accompagner au fil du trimestre et ça, c'est une excellente chose. Jean-Marc Villon, comme je le disais en intro, l'Observatoire Crédit Logement a publié une étude donc sur la situation du crédit à fin 2022. Selon vous, quelle est la situation du crédit aujourd'hui ? On a eu une année 2022 qui a été très particulière avec un premier semestre qui était encore excellent dans le prolongement de 2021 qui était une très belle année, post-Covid dans un marché dynamique avec des taux bas et puis des taux qui ont commencé à remonter pour toutes les raisons qu'on connaît, une appétence pour l'immobilier peut-être un peu réduite par l'environnement économique qui était quand même un peu plus difficile, puis la guerre en Ukraine et donc le deuxième semestre a été un semestre vraiment très difficile. Et c'est vrai que Crédit Logement, l'Observatoire Crédit Logement a une vision très très en amont de ce qui se passe. Quelquefois on dit oui, les chiffres ne sont pas concordants entre différentes sources, mais nos sources à nous sont des sources au moment où les choses se passent dans l'agence, même bien avant l'offre de crédit. C'est vraiment au moment de la demande initiale du crédit et on voit que le deuxième semestre a été très dur jusqu'au mois de décembre. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'était une année en 2 temps. Julie Bachet, vous êtes d'accord avec cette vision pour cette année 2022 en termes de bilan ? Oui, complètement. Nous, on a eu un premier semestre très bon où on a fortement progressé par rapport à l'année précédente. Et puis un second semestre où, je dirais, à partir de juillet, on a commencé à sentir que ça se tendait dans la capacité pour les banques à pouvoir distribuer du crédit. Et plus les mois ont passé, plus c'est devenu difficile jusqu'à avoir les résultats qu'on connaît fin décembre avec un mois historiquement bas en distribution de crédit. Et ça reste calme, là, y compris en ce début d'année 2023.
Oui, c'est calme encore. C'est calme encore. C'est un peu meilleur qu'en décembre. Ouais. On va publier prochainement nos chiffres pour le mois de janvier. Je peux déjà dire que c'est plutôt un peu meilleur qu'en décembre. Les taux continuent de remonter, mais ça, c'est normal. Il va falloir qu'ils s'adaptent parce qu'il faut bien que les banques aient une rentabilité suffisante pour pouvoir proposer et offrir du crédit et donc redéverrouiller un peu le marché. Mais l'environnement général, c'est quand même pas spécialement amélioré. Et donc, même si janvier est un peu meilleur, on est encore loin des plus hauts historiques qu'on a connus il y a maintenant un an. Mais selon vous, c'est plutôt calme ou plutôt catastrophique en fait cette année, Julie? Tout dépend si on est plutôt d'une nature optimiste ou pessimiste, j'ai envie de dire. Donc comme je suis plutôt optimiste, je pense que le début de l'année est calme, qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous pousser à rester positifs, parce qu'en plus je pense que le marché devient compliqué parce qu'aussi il y a beaucoup de communication qui est faite autour du sujet du crédit, la difficulté d'obtenir un prêt, etc., qui peut amener certains candidats à l'accession à se dire finalement je vais reporter mon projet puisque de toute façon je ne vais pas pouvoir obtenir mon crédit, etc. Donc moi le message que je veux faire passer, c'est ça reste intéressant de devenir propriétaire. Même avec des taux qui vont flirter avec les 4% d'ici la fin de l'année, l'inflation est à 6 ou plus, donc de toute façon les loyers vont augmenter, même à 4. C'est plus important, c'est plus intéressant d'emprunter que de rester locataire. Donc je pense qu'il faut quand même réaliser ces projets. Je rejoins Jean-Marc sur le fait que le sujet, c'est vraiment la capacité pour les banques à se refinancer et finalement à libérer le crédit. Elles n'ont pas de mauvaises intentions. Elles ne peuvent juste pas prêter parce que ça leur coûte trop cher. Donc le sujet, c'est au-delà du taux d'usure, c'est effectivement comment ce taux d'usure est suffisamment haut pour qu'elles puissent se refinancer à des conditions intéressantes, parce que le nerf de la guerre, il est à leur niveau. Si elles ne prêtent pas, je veux dire, ni le Crédit Logement travaille, ni nous travaillons, ni surtout les Français achètent. Est-ce que vous constatez des différences, Jean-Marc, sur les marchés du neuf et de l'ancien ? Oui, il y en a, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure avec votre précédente invitée, il y en a, mais en fait, globalement, c'est le marché qui a baissé sur le neuf et sur l'ancien. Il y a des choses différentes qui se passent, mais rappelons-nous quand même que l'essentiel du marché de l'immobilier en transaction, c'est sur l'ancien. C'est 70 à 80% du marché, avec des particularités sur le marché du neuf qui concernent plus les jeunes. Mais globalement, la baisse, elle a été des deux côtés, en 2022 en tout cas. Quelles sont les conséquences, selon vous, Julie, de l'allongement de la durée des crédits ? Alors, l'allongement, de toute façon, il va être limité, puisque les normes du HCSF font que les banques ne peuvent plus prêter au-delà de 25 ans aujourd'hui. Donc, effectivement, on voit que la durée moyenne des prêts s'est rallongée. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était à une durée moyenne un peu inférieure à 17 ans. Aujourd'hui, on est au-delà de 20 ans. Donc, c'est bien qu'il y a une nécessité à augmenter la durée des prêts pour pouvoir continuer d'acheter. Je crains que l'augmentation des taux, qui limite quand même fortement la capacité d'emprunt des clients, ne puisse pas être compensée par une durée qui irait jusqu'à 25 ans maximum. Il y a peut-être à réfléchir à revenir sur des durées plus longues. Il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait aller sur 30 ans, voire avec certains établissements spécialisés encore au-delà. Donc c'est une question qui va se poser. Parce que nous, on a estimé que cette augmentation de taux, si on se projette sur un taux à 4%, ça va conduire par rapport au taux de janvier dernier à une baisse de capacité d'emprunt de 25%. Même si le marché immobilier devait légèrement baisser, il ne baissera pas de 25%. Donc ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir un problème entre ce que les gens peuvent s'offrir compte tenu de leur budget d'emprunt et le coût de l'immobilier. Donc peut-être que revoir la durée maximum, au-delà de 25 ans, ce ne serait pas complètement une mauvaise idée. Vous êtes d'accord ? Vous en parlez dans l'étude d'ailleurs de l'Observatoire Crédit Logement, de cette allongée de la durée des crédits. Est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de Julie ? En fait, aujourd'hui, on voit que les 2/3 des crédits immobiliers sont faits à plus de 20 ans et pas au-delà de 25 ans, puisque en substance, c'est interdit. Mais avant, c'était beaucoup moins. Si Avant, on regarde sur 10 ans, 10 ans moins que auparavant. ça. Et effectivement, les prix de l'immobilier, ils n'ont pas baissé, ils n'ont pas commencé à baisser, et même s'ils baissent, ça ne sera pas dans les proportions qui seraient suffisantes. Donc, une autre des possibilités, qui n'est pas très agréable pour les emprunteurs, c'est aussi de revoir le périmètre de leur projet, partir sur des choses qui sont potentiellement avec moins de mètres carrés, qui sont moins chères. Donc ça, c'est sûrement un peu douloureux, mais ça permettrait aussi c'est ce qu'on voit chez certains emprunteurs, c'est qu'ils revoient le périmètre de ce qu'ils veulent acheter pour pouvoir retrouver quelque chose qui soit à des prix plus bas, revoir ces critères à la baisse. Il est sûr qu'on vient d'une période très spéciale où on a des taux, on n'a jamais connu, on a eu des taux jusqu'à moins de 1% sur des crédits immobiliers longs, avec des durées qui ont augmenté, donc des capacités d'emprunt qui ont été phénoménalement augmentées pour les emprunteurs. Et là, il y a un retour en arrière qui est assez brutal et qui ne se réglera pas simplement par les prix. Ça, c'est sûr. Il y a un autre sujet important, Jean-Marc, que j'aimerais qu'on traite, c'est la transformation des profils des emprunteurs. Qu'est-ce que cela implique selon vous ?
En fait, le profil des emprunteurs, il s'est transformé pas simplement en 2022, mais il a déjà largement commencé à se transformer en 2021. Ça s'est confirmé, concrétisé en 2022. Ça, ce sont les mesures de limitation du HCSF qui ont conduit en partie à ça. Aujourd'hui, pour avoir un crédit immobilier, au-delà du fait que ça coûte plus cher parce que les taux ont remonté, il faut de l'apport. Ça, les jeunes, ils n'en ont pas, souvent pas, ou alors il faut que ça vienne de la famille, mais c'est pas possible pour tout le monde. Les taux ont remonté, les jeunes ont souvent des plans de financement qui sont, c'est normal, par nature, les plus tendus possibles. Donc à partir du moment où on a eu des taux qui ont commencé à remonter, des limitations dans les durées et la nécessité d'avoir un apport par la limitation du taux d'endettement, eh bien forcément, ça a sorti pendant un certain temps les jeunes primo-accédants. Après, la hausse des taux, elle a aussi sorti d'autres emprunteurs qui ne pouvaient plus emprunter parce que les banques n'étaient pas en situation de leur prêter pour des questions de rentabilité. Donc c'est vrai qu'on a eu des transformations, mais il y a aussi eu des rééquilibrages en fin d'année 2022. D'accord. Vous êtes d'accord, Julie, avec cette transformation des profils des emprunteurs ? Oui, alors je dirais que ce sont aussi fortement touchés les investisseurs. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'effectivement, s'il n'y a pas d'investisseurs, eh bien, ça limite le marché de la location également. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même avec les normes du HCSF, qui limitent notamment l'endettement à 35%. Ça ne me semble pas la seule approche à avoir quand on est sur des profils qui gagnent 10 000 euros ou plus par mois. L'endettement n'est pas le sujet. Le sujet qui est important, c'est plutôt une approche en reste à vivre. En tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Et c'est vrai que ces normes qui finalement empêchent une approche en différentiel sur le calcul des revenus locatifs, qui limitent à 35%, qui limitent à 25 ans, ça fait tout une accumulation de normes qui rendent l'accès au crédit difficile, effectivement pour les primo-accédants, mais pas seulement, pour les investisseurs aussi, y compris pour des personnes qui ont des très beaux profils aujourd'hui, puisque le coût de la ressource est tellement élevé que les banques perdant de l'argent sur chaque crédit, moi je vois aujourd'hui des profils pour lesquels on aurait pu avoir des banques qui se seraient battues pour financer le dossier, qui aujourd'hui disent non, je ne le veux pas, parce que c'est 1 million d'euros, et c'est trop, et je préfère faire 3 dossiers à 300 000 qu'un dossier à 1 million. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même ubuesque, où on va financer des profils qui sont parfois un peu limites, et où on va exclure du marché des personnes qui ont un très beau profil pour des raisons qui ne sont pas forcément compréhensibles pour l'emprunteur en tout cas. Oui, pourquoi en fait ils privilégient des dossiers, disons à 300 000 plutôt qu'à 1 million ? Parce que le coût de la ressource est tel aujourd'hui que sur chaque prêt immobilier, la banque perd de l'argent. Et plus le crédit est important, plus elle va perdre de l'argent. Donc elle va limiter et choisir vraiment les profils. Donc on a beaucoup d'établissements qui aujourd'hui n'acceptent que des prêts d'un certain montant, mais qui ne dépassent pas un autre montant, des profils avec un minimum de revenus de 5 000 euros par exemple. Donc il y a une sélection qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai reçu un barème ce matin, si vous gagnez moins de 30 000 euros à l'année, le taux qu'on vous propose, c'est 3,50. Le taux d'usure étant ce qu'il est, de toute façon, ça veut dire que vous ne pouvez pas emprunter. Donc le marché fait que il y a une exclusion des profils, de certains profils, petits profils ou gros profils, parce que si la banque vous dit je ne prêterai pas plus de 300 000 euros, là aussi, les gros profils, du coup, ils sont exclus. D'accord. Est-ce que, selon vous, on a parlé de l'inflation rapidement en début d'émission, est-ce que c'est la seule cause de la chute des productions des crédits immobiliers, Jean-Marc ? L'inflation ? Oui. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors bien sûr, l'inflation, elle joue sur les taux, ça c'est sûr. Ouais. Inflation veut dire hausse des taux des banques centrales, et puis on sait que c'est pas fini, parce qu'effectivement il faut freiner l'économie, c'est la seule façon dont on sait gérer l'inflation. Donc forcément tout ça se retranscrit sur les taux des crédits, qui d'ailleurs n'ont pas remonté autant sur les crédits immobiliers que les taux sur les marchés financiers. Les banques ont absorbé une partie de cette hausse. L'inflation, elle joue sur le prix des matières premières, elle joue sur beaucoup d'autres choses. Après, il y a l'environnement économique et les perspectives qu'on peut avoir. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a probablement un certain côté anxiogène qui peut amener à différer un certain nombre de projets. Les développements de la guerre en Ukraine, ce qui pourrait se passer sur l'évolution économique dans les temps qui viennent. Donc ça peut amener à différer des projets. Et puis ce qui amène aussi à différer les projets, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le bon financement au bon taux qui permet de passer. Je pense qu'il y a plein de dossiers qui n'ont pas pu se faire pour ces raisons-là. Pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle quand même des perspectives pour l'année 2023. Est-ce que, Julie, selon vous, ce recul devrait se poursuivre ? Non, alors nous, on espère que d'ici la fin du premier semestre, les choses devraient s'améliorer avec une stabilisation des taux européens qui permettrait aux banques de revenir sur le marché du crédit. Tout ont des objectifs conséquents quand même de distribution de crédit immobilier sur l'année 2023. Donc plus tard, l'activité va démarrer, plus ce sera difficile de les tenir. Donc nous, on reste confiants. C'est que
à minima, le premier quadrimestre va être difficile. D'accord. Au pire, le premier semestre. Ok. Pendant ce temps, on s'occupe aussi de d'autres sujets, puisque l'un des enjeux aussi pour 2023, ça va être tous les sujets de rénovation énergétique. Il y a des enjeux forts là-dessus, et nous, on accompagne aussi ceux qui sont déjà propriétaires et qui ont des besoins de rénovation énergétique. Donc, on reste confiant pour l'année 2023. Je pense qu'on va avoir l'inverse de l'année 2022, où le premier semestre était très dynamique et le deuxième assez calme. On espère que 2023, ce sera le miroir à l'envers. On espère. Merci beaucoup, Julie Bachet, directrice générale de Vous Financer, et Jean-Marc Villon, directeur général de Crédit Logement, d'avoir répondu à toutes ces questions sur le plateau de Smart Patrimoine et de faire un état des lieux de l'année 2022 en crédit immobilier, quelques perspectives pour 2023. Et merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À bientôt.